Donc, ce que je vais faire pour les 30 prochaines minutes, c'est de vous partager des résultats préliminaires, des constats que je dresse d'une veille de l'éducation des adultes avec un focus plus particulier sur ce qui m'est apparu au tournant des années 2015 là, comme des changements et qui m'apparaissaient substantiels. Donc, au fil des années, j'en suis venu à penser que peut-être un nouveau paradigme était en train de se mettre en place en éducation des adultes. Donc, ce que je ferai là, pour les prochaines minutes, c'est de vous résumer les grandes lignes de cette réflexion. J'aurai 4 éléments, là, vous présenter rapidement comment j'exerce ce travail. Le point important, le numéro 2, vous partager quelques grandes tendances que je détecte, que j'observe dans le monde de l'éducation des adultes. Le point 3, je me lancerai un peu à vous partager 2 modèles en cours de construction où je tente un peu de faire sens de ce qui se produit et c'est sur la base de ces modèles-là que je commence à être plus confortable de faire valoir qu'un nouveau paradigme pourrait effectivement être en cours de construction en éducation des adultes. Et je terminerai en replaçant cette réflexion en fonction de défis que ces transformations-là posent aux politiques publiques en éducation des adultes. Donc, ça sera un élément de conclusion. Grosso modo, là, ce qui est l'objet un peu de mes réflexions depuis au tournant de 2015, c'est de documenter les transformations en cours en éducation des adultes. J'intuitionnais par mon travail à l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, qui est un peu un carrefour et qui peut avoir un regard panoramique là, sur une multitude de secteurs de l'éducation des adultes, qu'il y avait quelque chose en ébullition et ça dépassait le quotidien, ça dépassait la gestion courante des différents lieux d'éducation. Il y avait quelque chose de différent qui se passait. Donc, je l'ai documenté. Et au fil des années, j'en suis venu à me dire, bon, ben, qu'il y avait une hypothèse là, qui guidait mes travaux. C'était celle que ces transformations-là, en fin de compte, étaient révélatrices de changements substantiels que je résumerai par l'expression changement de paradigme. Et la méthode de travail que j'utilise, que je vais vous présenter plus en détail là, dans quelques secondes, c'est une veille stratégique quotidienne d'un grand nombre de sites web, d'organisations et d'institutions et de résultats de requêtes basés sur des mots-clés. Cette veille stratégique, je la fais à l'aide de 2 logiciels, Website Watcher et InnoReader, qui me permet de balayer très largement et de manière très structurée l'information sur le web. Je regarde aussi à tous les jours, depuis plusieurs années, les fils de presse des gouvernements, de l'UNESCO et le fil de presse généraliste de Scission pour aller détecter tout ce qui peut être une information sur des développements de l'éducation des adultes et un sous-ensemble plus particulier des développements qui seraient indicateurs de transformation importante. Je n'entrerai pas là, dans tout le système de classement, mais de manière inductive, en colligeant cette information, mais par agrégation, il y a des thèmes qui émergent et ces thèmes deviennent pour moi des catégories de classement. Déjà, en les regardant rapidement, vous pouvez voir, on voit apparaître là, au travers ces thématiques, ces grandes tendances, des grands domaines de la transformation de l'éducation des adultes. Et certains sont vraiment là, très, très, très récents, comme le métaverse. Depuis une douzaine de mois, on voit apparaître toute une réflexion. La plupart ont l'informatique comme caractéristique commune, soit la diffusion par Internet, soit l'utilisation d'algorithmes, de l'intelligence artificielle. C'est vraiment un des facteurs vecteurs de changement. Au total, ça fait quand même pas mal d'informations. Website Watcher, j'ai plus de 500 sites web recensés. Donc, à chaque jour, le logiciel balaie ces sites web pour identifier des nouveautés que je regarde. Et quand je vois de l'information pertinente, je la recueille et je la classe et je l'analyse. Le logiciel InnoReader me permet aussi, avec des mots-clés, d'aller chercher près de 500 informations par jour. Donc, ça fait quand même 1000 points d'information, grosso modo, là, on pourrait dire plus ou moins 200 par jour d'éléments d'information que je scanne, que je regarde et que je classe. Les mots-clés que j'utilise, il y a 2 ensembles. La première, c'est lié à des lieux typiques établis d'éducation pour voir que se passe-t-il dans ces lieux-là, alphabétisation, université, FGA, cégep. D'autres sont plus des thématiques qui me permettent d'aller chercher des tendances en émergence. EdTech en soi, c'est plus de 500 retours par jour. Personalized Learning Environment, etc. Donc, ces mots-là qui me permettent d'aller chercher peut-être des points en émergence.
Je termine sur ce schéma-là qui vous résume plus la méthode. Je préfère parler des résultats. Donc, au total, à l'aide de ces logiciels, je ramasse grosso modo 1000 points d'information que je classe et j'analyse les tendances. La manière d'analyser les tendances, c'est de dire, à partir d'une grille qui est surtout celle de l'ingénierie de la formation, qu'est-ce qu'on peut voir en termes d'ingénierie dans ces points d'information et est-ce qu'il y a des éléments communs dans le temps qui me permettraient de dire, il y a quelque chose qui émerge. Et ma présentation va résumer ce que je constate au travers de cet exercice. Voilà, grosso modo, les 4 principales tendances que je détecte. Sont surtout descriptives, mais c'est les conséquences qu'elles impliquent qui sont importantes. La première, c'est la multiplication des plateformes numériques. Je vous résumerai un peu ce portrait tout à l'heure. La seconde est fondamentale, c'est la segmentation de l'offre de services. L'université est un lieu holistique qui intègre une panoplie, mais imaginez si on séparait toutes les fonctions de l'université en niches économiques différentes et qu'il y avait des entreprises qui les occupaient. Imaginez si on prenait un professeur puis on séparait sa spécialité, ses fonctions de pédagogue, d'évaluateur des apprentissages et qu'on construisait différents segments industriels et commerciaux et qu'on avait des niches distinctes. Donc, la segmentation vraiment fait éclater l'ingénierie de la formation en multiples composantes économiques et d'acteurs divers. Vous verrez tout à l'heure à quoi ça ressemble. La diversification des formats d'activité, pédagogie, andragogie, du micro-learning à la formation hybride, etc. J'y reviendrai. Et l'addition du fonctionnement de ces 3 grandes tendances, c'est une complexification inouïe des dispositifs d'éducation et de l'écosystème. Et les 2 modèles que je partagerai à la fin, c'est ceux que je construis pour essayer de faire sens et d'organiser cette information. Première tendance, la multiplication. Sans entrer dans le détail de chacun de ces acteurs, on voit que les géants du web sont très actifs. YouTube a un volet éducation, Lincoln Learning, Amazon, Facebook. Et ces géants du web viennent avec des capitaux astronomiques, des départements de recherche-développement, l'approfondissement du deep learning, des algorithmes, etc. Donc, leur capacité de recherche, de mise à l'essai et de développement de produits est colossale et leur portée d'action est planétaire. Donc, déjà là, on est beaucoup plus loin qu'un établissement local qui, par le présentiel, travaille dans une zone géographique. On voit que c'est plus qu'une économie d'échelle. Je pense que là, substantiellement, on a des joueurs colossaux. Et présentement, ce que je constate, là, il y a une maturation de tout ce marché. Il y a des fusions-acquisitions qu'on voit, des entrées en bourse, des partenariats avec le réseau public d'éducation, joint venture, etc. Là, il y a une ébullition très grande depuis le début de la pandémie, mais une accélération depuis les 12 derniers mois. Il y a une multiplication de plateformes qui sont autour des universités et de plus en plus à l'intérieur des universités. Coursera, Udacity, edX, Udemy, Degree, Khan Academy, TED sont des plateformes qui offrent des produits de formation. Coursera est en progression fulgurante par achat, acquisition, par développement, même par offre de programmes que des universités achètent en impartition. Coursera commence à s'offrir aux universités pour rendre disponibles des programmes complets à l'intention des établissements. Donc, on voit la complexité des partenariats qui sont très différents qualitativement, selon moi, que les partenariats auxquels on peut assister. Et ces plateformes-là offrent des produits de formation, offrent des parcours de formation, offrent du micro-learning jusqu'à des programmes, offrent des parcours d'apprentissage, des personnalisations, des suivis de formation des individus et de plus en plus des attestations, des maîtrises, pas de doctorat, mais des micro-maîtrises, des certificats, des badges numériques, des micro-attestations. Donc, c'est des joueurs qui sont bel et bien dans le domaine et qui compétitionnent les réseaux publics d'éducation et l'éducation en présentiel. Il y a une entreprise, OdonIQ, qui scanne l'Internet pour détecter tous les lieux de formation. Ils sont à plusieurs milliers de lieux de formation en ligne, de plateformes de toutes sortes que cette entreprise documente. C'est une source importante d'information pour moi. Et ils font des événements régionaux, Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, où OdonIQ fait des portraits des lieux de formation. Donc, cette multiplication-là, elle est facile à constater. Et plus on plonge dedans, plus on réalise que c'est vertigineux et c'est exponentiel la création de plateformes numériques qui reposent tout le temps sur les capacités des microprocesseurs, de l'Internet et des algorithmes. La deuxième, c'est la segmentation.
On connaît bien le rôle qu'un prof peut faire comme spécialiste de contenu, pédagogue, évaluateur, etc. Et maintenant, toutes ces fonctions-là donnent vraiment lieu à des marchés distincts, des acteurs distincts. Et pour vous illustrer un peu à quoi ça peut ressembler, je vais mettre en évidence quelques-unes de ces niches. Soutien à l'apprentissage, il y a toutes des plateformes qui se consacrent uniquement à permettre à des apprenants d'être pairés pour se soutenir dans l'apprentissage. Et ça prend toutes sortes de formes là, par les médias sociaux, le chat, le partage de notes de cours, etc. Il y a des entreprises, des plateformes consacrées uniquement dans l'apprentissage par les pairs et le tutorat, donc des réseaux de mise en relation d'apprenants. Ils n'offrent pas de formation, ils ne sont pas dans l'évaluation, ils ne sont pas dans la diffusion des contenus. C'est vraiment du peer-to-peer learning, pour prendre cette expression. L'univers des portfolios numériques est bien connu. Les badges numériques, etc. C'est des plateformes qui n'offrent pas de formation, n'évaluent pas les acquis, mais rendent possible la possibilité de créer des portfolios électroniques des acquis, des badges retenus, micro-attestation, micro-crédit et compagnie. Les établissements d'enseignement ont investi ce champ-là beaucoup depuis 5 ans, je dirais, environ. Là. Il y a des boîtes qui sont uniquement dans l'évaluation des acquis. Donc, ils n'offrent pas de formation, ils sont des spécialistes des examens avec des évaluateurs. Et j'attirerai à l'attention Credly, qui était une boîte indépendante, a été achetée il y a quelques semaines par Pearson, l'éditeur de livres. Donc, l'éditeur de livres ne fait plus que des livres. Maintenant, aura des modules dans ses plateformes d'évaluation des crédits. Fait que peut-être que Pearson, un jour, dit « J'ai pas besoin de vendre des livres aux établissements. Je peux moi-même avoir un service de formation et j'aurai mes crédits Pearson. » Et tout ça, nécessairement, le numérique est omniprésent parce que ces opérations-là, ces fonctionnalités-là carburent aux capacités du numérique, des algorithmes, d'entreposage de données. Les LMS sont bien connus. Certains sont en open source. D'autres sont payants, offerts aux entreprises, offerts aux établissements d'enseignement, etc. C'est des plateformes de gestion qui peuvent ou non offrir des contenus, mais qui vont canaliser des contenus et permettre de faire le suivi des acquis et de gérer et de piloter le parcours d'apprentissage des personnes. Troisième tendance, cette grande diversification des formats d'activité. Maintenant, une activité d'apprentissage, là, c'est bien connu de vous tous, là, peut être en lieu formel, scolaire, non formel, informel, peut avoir une modalité présentielle, hybride ou en ligne. Depuis 24 mois, c'est maintenant notre quotidien. Le 24 mois, l'hybride était plus un truc abstrait. Maintenant, c'est une nécessité. La durée, on y va de micro-apprentissage jusqu'à des programmes structurés longs. Et Lincoln Learning fonctionne en petits modules de 5 à 7 minutes qui s'additionnent avec des quiz et des attestations émises au fil du parcours. Et la récurrence peut être très spontanée et éphémère. Je regarde un collègue vient m'aider en apprentissage par les pairs où je visionne un tutoriel sur YouTube où je suis inscrit à un programme de plusieurs crédits à l'université. Donc, tout ça maintenant est cette espèce de mosaïque des possibilités, les blocs légaux de la construction d'activités d'apprentissage et tout ça est fait de différentes manières. Et un même parcours se migrera là, au travers différentes activités. Une même personne passera d'une modalité à l'autre, d'un lieu à l'autre, d'une durée à l'autre, d'une récurrence à l'autre. Ça pose de grands défis pour le suivi des formations. Dernière grande tendance, la complexification de l'écosystème. Ben, nécessairement, si on additionne tout ça, on a un paysage de l'éducation des adultes fort complexe, de lieux établis depuis plusieurs décennies, réseau public d'éducation, monde communautaire, etc., de lieux en émergence, des MOOC, les CLOM, l'apprentissage mobile, la diffusion de contenu sur Internet et ce qui est pour moi vraiment des nouvelles tendances, les plateformes numériques personnalisées d'apprentissage qui reposent sur des algorithmes et l'intelligence artificielle pour vraiment piloter et coordonner et soutenir les parcours d'apprentissage des individus. Et ce n'est pas progressif pour moi, on ne passe pas de la gauche de l'écran et vers la modernité, la postmodernité vers la droite. Tout ça existe présentement et c'est le vaste écosystème de l'éducation des adultes. Comment je fais sens de tout ça? Et je vais prendre un peu plus de temps sur les 2 prochaines diapositives. Et c'est là que je pense que quand on modélise ces transformations, on arrive avec un nouveau paradigme, selon moi, ou un modèle fort différent. Ce qu'on peut apprendre des LMS, c'est une technologie, mais il y a une vision de la gestion des apprentissages sous-jacente à cette technologie-là qui est programmée
dans les LMS. Si on fait ressortir ces grandes composantes du modèle, ben, il faut distinguer 4 grandes fonctions. Et présentement, ces 4 grandes fonctions, souvent, sont exercées par une même personne, l'enseignant. Mais quand on les regarde sous l'angle du LMS, c'est 4 fonctions très distinctes. Premièrement, les inventaires d'activités d'apprentissage. Et ça prend toutes sortes de formes. Une liste de cours, les cours disponibles en ligne, des objets pédagogiques, tutoriels, documentation, vidéos, podcasts et compagnie. Notre modèle traditionnel, c'est tout ça est dans la tête de l'enseignant, du spécialiste, du professeur. Maintenant, tout ça est des objets numériques où une entreprise peut gérer un inventaire, où l'université gère un corps professoral et des catalogues là, de cours. Mais de plus en plus, Lincoln Learning, ils ont plus de 40 000 formations en ligne. Certaines boîtes vont aller dans des micro-objets d'apprentissage. Donc, il faut distinguer maintenant les contenus éducatifs comme étant un entrepôt de données qui peut être distribué, mis au jeu de différentes façons. Comment c'est fait? Bien, par les plateformes de formation. Les plateformes numériques utilisent le numérique. Le présentiel utilise l'enseignant, la personne comme plateforme de diffusion. Le peer-to-peer learning utilise un collègue, un pair. Les groupes de co-développement utilisent plusieurs collègues dans des formules. Donc, comment ces contenus-là offerts transitent vers l'apprenant? Et là, c'est le domaine des plateformes de formation. Il faut les distinguer aussi parce que certaines boîtes ne sont qu'une plateforme de formation, ne développent pas de cours, vont sous-traiter à des pigistes le développement de contenus spécialisés, vont aller piger sur Internet ou sur YouTube toutes sortes de tutoriels et vont les mettre dans leur plateforme. Par exemple, Google Class est simplement une plateforme de diffusion. La personne qui utilise l'instrument va aller piger des objets pédagogiques ou générer des objets pédagogiques. Les systèmes d'évaluation des acquis sont importants. Encore une fois, on a le modèle où l'enseignant passe l'examen, évalue et accorde des notes. Mais ces systèmes-là, maintenant, il y a des entreprises qui vont ne faire que ça, comme j'évoquais tout à l'heure, où les algorithmes, les tuteurs virtuels vont être utilisés pour pouvoir aller mesurer les acquis et émettre toute une panoplie. Certains évoquent même l'idée que nous serions dans une ère post-académique. Donc, la multiplication des lieux, la multiplication des contenus d'apprentissage, des possibilités d'évaluation, de la technologie utilisée pour évaluer en dedans et en dehors des lieux d'éducation établis est un troisième module. Le quatrième, la gestion des parcours d'apprentissage. Le coaching, le mentorat, le parent qui guide son enfant, un ami qui guide un ami, c'est tout des mécanismes de gestion des parcours d'apprentissage. Mais quand on rentre les capacités du numérique, des algorithmes, des tuteurs virtuels, des agents virtuels plutôt, etc., on a vraiment une capacité technologique d'accumuler beaucoup d'informations sur une personne, de l'accompagner, de lui permettre de progresser dans ses contenus, de lui suggérer des activités d'apprentissage qui répondent à son style d'apprentissage, au contenu. On connaît tout ça, hein? On est sur Netflix, comme par hasard, les films qu'on nous propose, c'est ceux qu'on aime. C'est pas comme par hasard plutôt. Grâce à l'algorithme, les films qu'on nous propose, c'est ceux qu'on aime. Le même mécanisme existe en éducation. Et le cinquième module, qui est plus l'intégrateur, les Learning Management Systems peuvent ou bien intégrer ces 4 fonctions-là, ou bien faire un pont numérique avec 4 sources différentes et les intégrer au profit d'un apprenant qui, dans ce cas-là, a qu'un guichet unique, se rend sur son profil dans un LMS et peut voir des inventaires d'objets d'apprentissage, les différentes plateformes disponibles pour accéder à ces contenus vidéo, audio, présentiel, etc., la possibilité de se faire évaluer, d'avoir des micro-attestations et compagnie, et des recommandations pour la suite de son parcours. Et tout ça bien enraciné dans les milieux de vie. Ce premier modèle-là me permet de dire qu'on est dans une logique fort différente de la logique en place et ça dépasse l'élargissement des capacités. Je pense que c'est un modèle qui est complètement différent, complexité, agilité et compagnie, là, les mêmes grandes tendances qu'on peut voir dans d'autres domaines. Où je tente, là, ça c'est une première itération là, d'un modèle qui, d'après moi, résume les grandes composantes d'un nouveau paradigme. Premièrement, la diversité des parcours des individus est une donnée majeure, mais elle est complexe. On n'est plus juste l'individu se rend dans une classe et s'assoit. On ne prend pas en compte sa vie, ses conditions, sa disponibilité et tout son passé éducatif. Et on a un concept pour vraiment un modèle pour bien prendre en compte la multidimensionnalité des caractéristiques de la vie d'une personne en fonction de l'éducation et aussi tout son
son cumul, son passé éducatif, c'est les biographies éducatives. Donc, ce modèle-là nous permet de vraiment prendre la personne comme une réalité dynamique à plusieurs facteurs et de prendre en compte tout ça dans la gestion des parcours éducatifs. De l'autre côté, la diversité des lieux d'apprentissage, on peut la penser. De plus en plus, le terme d'écosystème d'apprentissage est utilisé pour nous permettre de distinguer, de cartographier tous les acteurs, des pensées comme un tout dans une dynamique, que ce soit de collaboration, de compétition ou autre. On peut maintenant porter un regard très, très intégrant et systémique sur la mosaïque des lieux d'éducation et de la pensée comme un tout et de faire des ponts et des passerelles entre les possibilités. Autre composante, la diversité des modèles et des approches pédagogiques. L'ingénierie de l'apprentissage nous permet de penser et d'articuler toutes les composantes mécaniques d'une activité de formation sans présupposer qu'une est meilleure que l'autre, en la pensant plutôt, est-ce que le montage de dispositif qu'on propose est pertinent à la personne qui veut apprendre et lui permet d'atteindre ses objectifs d'éducation. Donc, de ce côté-là aussi, là, ce modèle-là de l'ingénierie nous permet d'avoir une analytique là, des modalités, de l'exercice des dispositifs d'apprentissage. Pour penser tout ça, ben, les systèmes, les LMS nous donnent un modèle pour pouvoir gérer de manière intégrée et l'individu, et les lieux, et les possibilités pédagogiques. Et pour moi, ce qui est la clé de plus en plus, qui permet de mettre tout ça ensemble et de le voir comme un nouveau paradigme, c'est les environnements personnalisés d'apprentissage qui carburent vraiment aux algorithmes, qui utilisent toutes les capacités du numérique pour ramasser de l'information, personnaliser la solution. Et là, ça nous permet de voir que ce nouveau modèle-là, des environnements personnalisés, regarde l'individu dans la totalité et la complexité de sa vie, éducative et autres, regarde la totalité des lieux de formation et peut prendre cette donnée-là en compte pour offrir une réponse adaptée, prend en compte toutes les possibilités pédagogiques qui existent pour offrir à la personne un montage pédagogique adapté à son style d'apprentissage et permet, par un LMS intégré, la mécanique et l'idée derrière, d'avoir un système de gestion intégré des apprentissages. Et là, pour moi, tout ça, et c'est là que je trouve que c'est plus que du changement qualitatif. On n'est pas sur le terrain, on a plus de choses, plus de capacités qu'avant. Il y a vraiment une portée opérationnelle pour moi qui est exponentielle et qui est rendue possible grâce aux capacités du numérique de collecte, entreposage, traitement et mise à profit des données. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est il y a une base empirique. Le plus facile à constater de ce qui se passe présentement en éducation des adultes, c'est qu'il y a une base empirique en expansion. Les besoins d'apprentissage sont de toutes sortes, du très spécialisé à les compétences en finances personnelles, la gestion de notre impact sur l'environnement, la gestion de notre santé, le numérique, etc. Il y a vraiment un élargissement très, 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 très grand, exponentiel des besoins d'apprentissage. Les lieux d'apprentissage sont diversifiés. L'ingénierie offre toutes sortes de moyens. Les objectifs d'apprentissage, on peut apprendre pour toutes sortes de raisons. Et les profils d'adultes aussi sont grandement complexes. Donc, ça, c'est la base empirique. On a, et c'est là où je suis à l'aise de dire qu'il y a peut-être un changement de paradigme, parce qu'on a des nouveaux modèles pour penser à tout ça, qui ne sont pas ceux établis depuis une trentaine, quarantaine d'années en éducation des adultes. J'en évoque plusieurs, là, ingénierie, design pédagogique, technopédagogie, parcours d'apprentissage autogéré, personnalisation de l'apprentissage, écosystème d'apprentissage, système de gestion des apprentissages, LMS, dispositifs mix et hybrides, modularisation des apprentissages, micro-apprentissage, micro-attestation. On est ailleurs, là. On est dans une manière de penser, de décortiquer et de remettre comme un tout la mécanique de l'apprentissage, de l'offre de formation et de la penser pas comme des épisodes, mais de la penser dans la dynamique de la continuité du développement des personnes tout au long de la vie. Et d'après moi, on est ailleurs. Pour les politiques, pour terminer, ce que ça pose comme défi, c'est que les politiques sont confrontés, à une base empirique en expansion, et deux, à de nouveaux modèles pour penser cette complexité, cette réalité, cette complexité de l'apprentissage. Et dans le moment, les politiques sont grandement inadéquates. Le contenu des politiques est adapté à une réalité du 20e siècle. Le contenu des politiques d'éducation des adultes, ici comme ailleurs, n'est pas adapté à la réalité empirique de l'apprentissage des adultes présentement et ne tire surtout pas profit de tous les nouveaux cadres de référence en émergence qui nous permettraient d'organiser le contenu d'une politique. Donc, à ce moment-ci, souvent, j'évoque l'expression « on aurait besoin d'une nouvelle génération de politiques ».
c'est une manière de dire qu'on aurait besoin de politiques adaptées aux nouveaux paradigmes en émergence et qui sont ancrés dans la réalité d'aujourd'hui et qui comptent sur les moyens d'aujourd'hui, entre autres numériques, technologiques et compagnie, et qui ne sont pas basés sur ce que l'éducation des adultes était à l'époque du rapport parent dans les années 60. Voilà, en rafale, là, dans les 30 minutes qui me sont consacrées, ces grandes lignes d'une réflexion en cours là, sur l'éducation des adultes. Bonjour Daniel, merci Bonjour beaucoup. Jean-Luc. Très intéressant toujours de te voir développer. J'étais curieux de voir où tu en étais rendu sur ces réflexions-là. Je me demande juste une question intuitive. À quel point, bon, oui, il y a un développement gigantesque, colossal, comme tu dis. Ça, c'est dans l'offre. Mais au niveau de la demande, je me demande juste à quel point nos institutions locales demeurent compétitives. Et sous question à ça aussi, est-ce que le français nous préserve un peu ou est-ce que c'est juste une question de temps? Rapidement sur les deux points, la demande du côté des personnes est en phase. Parce que chacun d'entre nous, on se pose une question, on ouvre YouTube, on regarde un tutoriel, on le visionne, puis on met en pratique. Beaucoup de gens utilisent des applications d'apprentissage de langue et autres. Donc, dans notre quotidien, on a beaucoup plus intégré ce modèle-là qu'on le pense, qu'on l'a conscientisé pour ce volet-là. De l'autre côté, sous l'angle des établissements, ben, l'écosystème permet de parler de la concurrence de manière positive et constructive, mais on pourrait en parler aussi de manière économique. Et moi, ce que je constate depuis 12 mois, là, les fusions-acquisitions sont spectaculaires, les entrées en bourse de ces boîtes privées, le privé est là, et tu as tout à fait raison de dire si on ne se sent pas au Québec, c'est la question de la langue. Parce que c'est en anglais principalement, mais le Natural Language Processing, à un moment donné, va permettre de faire basculer facilement. Déjà là, on peut regarder un tutoriel sur YouTube, choisir le sous-titrage en français. C'est une question de temps. Et là, il y a une réflexion majeure sur le réseau public d'éducation, les institutions publiques d'éducation dans un marché à but lucratif phénoménal. On ne l'a fait pas au Québec. Les établissements le font à la pièce là, dans leur sphère, dans leur part de marché ou pas. Là. Mais je pense qu'on a un réseau public d'éducation, on a une infrastructure publique en français. Mais je ne crois pas que le débat est placé où on le fait ensemble, on le fait plutôt chacun de notre bord pour être diplomate. Merci beaucoup, c'était fort intéressant comme présentation. Je me questionnais, on sait que dans le secteur de l'enseignement supérieur, il y a la démarche ministérielle actuellement pour le campus numérique, qu'on appelait avant le e-campus. Est-ce qu'il y a un lien avec ce dont vous nous avez parlé? Est-ce que c'est une solution d'avenir? Quelle est votre lecture de ce projet-là, tel que vu dans votre angle de chercheur? Je dirais, là, je réponds vite, là, il y a deux possibilités. Ou bien c'est uniquement une plateforme de transmission d'informations de ce qui existe et les silos restent là, c'est juste un guichet unique, une vitrine. Ou bien ça a un effet intégrateur et ça provoque une réflexion d'arrimage, d'évitement des dédoublements, de mobilisation d'une infrastructure publique. Parce que le concurrent, ce n'est pas l'université publique d'à côté. Le concurrent, c'est le privé, YouTube. Moi, je reste convaincu, là, il y a 1 milliard de téléchargement de tutoriels éducatifs par jour sur YouTube. Le jour où ils émettent des badges numériques, il y a bien du monde qui a un problème. Et ça ne sera pas des apprenants. Ça va être l'offre de service. Donc, je pense que si c'est une vitrine, c'est basic. Si c'est plus que ça, c'est tant mieux. Et pour ce qui est de la question dans le clavardage, je n'ai pas de soutien de bibliothécaire, c'est fait par moi. J'adorerais avoir un soutien d'un bibliothécaire, mais c'est fait par moi comme par curiosité. Puis je me dote de ces instruments plus performants pour sauver du temps puis essayer d'en faire un peu plus, mais c'est fait par moi dans le cadre de mes fonctions et en dehors de mes fonctions.